Les couilles sur la table, épisode 16. Dans cet épisode, nous allons parler de masculinité gay et de pornographie avec le spécialiste français du sujet, Florian Voros. Bonjour Florian Voros. Bonjour Victoire Toyon. Alors vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lille 3, où vous enseignez les techniques d'enquête ethnographique et vous enseignez les cultural studies, donc les études culturelles. Ça implique que parfois vous regardiez des films porno avec vos étudiants et vos étudiantes pour les analyser. Tout à fait, parce que quand on fait des études culturelles, on s'intéresse aux enjeux politiques qui traversent tout type d'objets culturels, et donc y compris le porno. Vous avez soutenu votre thèse sur les usages sociaux de la pornographie en ligne et les constructions de la masculinité. Pendant cette petite demi-heure, nous allons donc discuter ensemble de comment la pornographie, le porno, le fait d'en consommer, d'en regarder, d'en produire même de façon amateur, par exemple en s'envoyant des dick pics, des petites vidéos et tout ça, participe à la construction des masculinités contemporaines, notamment homosexuelles. En fait, on va discuter de la question suivante, c'est qu'est-ce que le porno nous dit des stéréotypes des masculinités et comment le porno joue sur la construction des masculinités aujourd'hui. Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les porn studies, donc les études porno, parce que donc la pornographie est étudiée à l'université, ça veut dire que vous êtes payé à regarder du porno ? Alors c'est effectivement ce qui fait sourire tout le monde, qu'on est payé à regarder du porno. Mais en fait, les porn studies, elles s'intéressent pas uniquement au porno. En fait, c'est un courant de recherche féministe qui s'intéresse à toutes les formes de représentation plus ou moins explicites de la sexualité, et notamment aux formes qui sont discréditées comme étant vulgaires, dégoûtantes, obscènes. Voilà. Mais du coup, les porn studies portent un regard féministe sur toutes les représentations de la sexualité, sans hiérarchie sexuelle, sans hiérarchie morale. Comment vous avez travaillé, par exemple, pour votre thèse ? Comment vous avez étudié cette question des usages de la pornographie en ligne, des constructions de la masculinité ? Alors du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce que les gens, et ce que les hommes, ou ce que les hommes gays en particulier, font avec le porno. C'est ça qui m'a intéressé. Donc ça a été en réalisant des entretiens approfondis avec différents publics. Alors notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'est la question des hommes et des masculinités. Donc je me suis surtout centré sur un public d'hommes cisgenres, hétéros, bi et gay. J'ai aussi fait des entretiens avec des personnes trans, masculines, et avec des femmes, mais plutôt en contrepoint de ce qui était vraiment... le cœur de votre étude. Ouais. On rappelle juste que cisgenre, ça veut dire qu'on a le genre qui nous a été assigné à la naissance et dans lequel on a été socialisé. Par exemple, je suis une femme cisgenre, et vous êtes un homme cisgenre. D'accord. Peut-être qu'il faut rappeler des chiffres. Alors, les seuls qu'on a là, qui sont fiables, datent de 2006. Donc ça vient de l'enquête sur les contextes de sexualité en France. Il y a la nouvelle enquête qui est en cours. Donc évidemment, en 2006, c'était avant les tubes, avant Pornhub, avant même les smartphones, avant Internet à haut débit. Donc on imagine que les usages ont changé. Mais déjà à l'époque, il y avait énormément de consommateurs de porno, non ? Voilà, il y avait une femme sur 5 et un homme sur 2 qui, en 2006, déclaraient visionner souvent ou parfois du porno. Donc c'est une pratique courante qui est inscrite dans nos vies quotidiennes, dans la vie quotidienne des Françaises et des Français. Et évidemment, ça joue sur nos fantasmes, nos représentations, parce que nos fantasmes, c'est à la fois ce qu'on a de plus intime, de plus personnel, mais en fait, c'est aussi très politique, quoi, les fantasmes qu'on a, non ? Tout à fait. C'est à la fois quelque chose de très intime et en même temps quelque chose de très public, dans la mesure où nos fantasmes, ils se construisent, entre autres, à travers la consommation de produits médiatiques qui viennent des industries culturelles, et entre autres du porno. Et donc aussi du porno gay, qui est quand même un porno industriel, en comparaison au porno lesbien. Il y a peut-être moins de production de porno gay que de porno hétéro, mais quand même, il y a une production très importante. Voilà, dans les années 70, avec la dépénalisation de l'homosexualité et avec l'émergence de ce qu'on peut appeler un capitalisme gay, il y a le développement du porno gay comme une industrie culturelle à part entière, en parallèle du porno hétéro. Les deux d'ailleurs qui n'étaient pas forcément très clairement distingués. Oui, ça j'étais très étonnée en lisant votre thèse de lire qu'en fait avant les années 70, c'était pas clair la séparation entre porno gay et porno hétéro, et donc souvent il y avait des contacts sexuels entre hommes
dans du porno qu'on dirait maintenant hétéro, c'est ça ? Voilà, alors là-dessus, il faut plutôt regarder, en fait, comme l'a fait Mathieu Trashpan, du côté de l'histoire du porno hétéro. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment le porno hétéro en est devenu... Donc Mathieu Trashpan qui a fait une enquête là sur la production des films. Qui est un autre spécialiste de la pornographie. Voilà, et qui s'est intéressé à l'histoire du porno hétéro et qui a montré comment il y avait du coup les contours de ce que c'est qu'une sexualité pornographique hétérosexuelle qui avait été dessinée dans les années 70. Mais effectivement, ça n'a rien d'évident et ça repose sur des chorégraphies genrées extrêmement sophistiquées parce que pour que ce ne soit pas considéré comme n'étant pas du porno hétéro, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre hommes. Ah, aujourd'hui Aujourd'hui, voilà. Oui, aujourd'hui, la norme du porno hétéro, c'est il n'y a pas de contact entre hommes. Il n'y a pas de contact entre hommes. Et par ailleurs, ensuite, au moment du montage, il y a aussi une certaine manière de monter les images. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement 2 hommes à l'image. Il faut qu'il y ait toujours une femme à l'image et que la caméra soit uniquement centrée sur l'homme. Voilà, donc je pense que ce qui est intéressant, effectivement, avant vraiment de rentrer dans le sujet du porno gay, c'est de réfléchir à comment la masculinité hétérosexuelle, ou l'hétérosexualité masculine, se construit vraiment très fortement sur une forme de paranoïa homophobe. C'est-à-dire que si on prend à la fois les chorégraphies genrées qui sont demandées aux acteurs... Quand vous dites chorégraphie genrée, vous pensez à quoi ? Alors, chorégraphie genrée, c'est une expression qu'a proposée Susanna Paasonen, qui est une principale chercheuse en porn studies, c'est de prendre la métaphore du ballet, de la danse ou de la comédie musicale et de l'appliquer au porno et au scénario pornographique pour voir comment, dans le porno commercial, industriel, qui repose sur des figures de style... régulièrement répétées, on va demander aux acteurs porno de produire une certaine performance de genre, un certain jeu de rôle sur la masculinité qui, du coup, est très standardisé. Parce qu'en gros, on leur demande de bien bander, de bien pénétrer, de bien pilonner et de rester relativement réservé et discret à l'écran pour pouvoir mettre en spectacle le corps féminin. Donc, il y a déjà d'une part l'écriture du scénario et donc l'interprétation masculine de ce rôle. Puis ensuite, il y a le travail du montage. On va exclure du coup les moments de potentiel homoérotisme. Et puis ensuite, il y a tout le travail des plateformes de diffusion. Hein. Quand on va sur une plateforme de diffusion, souvent, on nous considère par défaut comme un homme hétérosexuel. Mais du coup, il y a tout un travail, on va dire, de ménagement de la sensibilité des hommes hétérosexuels et l'idée que ce serait compliqué pour les hommes hétérosexuels d'être directement exposés à des formes d'homoérotisme. Et puis ensuite, moi, quand j'ai fait des entretiens avec des hommes hétéros, je me suis aussi rendu compte que quand j'en demandais, est-ce qu'il y a un type de porno que tu regardes pas, très rapidement, il y avait une liste qui était en fait un peu la liste de tous les produits, alors qui jadis se retrouvaient au fond du sex shop et qui maintenant vont être des listes qui vont se retrouver un peu en bas de la liste, de la longue liste de catégories dans le porno, qui va être notamment le porno gay, ou poilu, ou toute une série de catégorisations qui vont sortir du modèle du porno hétéronormé. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de préciser que le porno gay, il existe aussi en tant qu'espace à part entière, et isolé du reste, par l'effet de l'isolement du porno par rapport aux autres productions culturelles, et par effet aussi de l'homophobie. Est-ce qu'on sait qui regarde du porno gay ? Alors, en fait, je précise un peu ma question, c'est est-ce que ceux qui regardent du porno gay sont forcément gays ? Alors voilà, alors effectivement, on se pose pas assez la question en fait, de qui regarde du porno gay, et ça, on se la pose depuis assez peu longtemps, et depuis qu'on se la pose, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que des hommes bi et gays qui regardent du porno gay, mais aussi un public de femmes qui est extrêmement... qui est de plus en plus important et qui est de plus en plus visible surtout. Moi, parmi les spectatrices que j'ai rencontrées, qui m'ont parlé du coup de leur usage du porno gay, il y a plein d'usages différents en fait. Ça peut être lié à une sensibilité féministe et à une difficulté en fait de supporter l'érotisation des rapports de domination dans le porno hétéro, mais du coup à mieux les supporter en fait dans le porno gay, parce que le porno hétéro comme le porno gay mainstream, c'est vraiment des genres audiovisuels qui sont basés sur l'érotisation des stéréotypes de genre, d'ethnicité, de race, de classe sociale, d'âge, de sexualité. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est pas des pornos qui sont... Enfin, le porno gay, c'est pas un porno qui est principalement, qui a une sensibilité éthique ou politique très fortement marquée, mais c'est plutôt un porno qui va érotiser des stéréotypes de manière très... décomplexée. Très décomplexée, voilà. Vraiment pour, donc le porno gay n'est pas forcément féministe. Hein. Non, voilà.
Tout à fait, n'est pas du tout féministe. Ni progressiste, mais du coup, il y a un public féministe. En tout cas, moi, il y avait des femmes qui avaient une sensibilité féministe et qui disaient qu'elles avaient du mal à regarder du porno hétéro-conventionnel, alors que du porno gay, ça marchait mieux. Comment est-ce que les spectateurs vivent et expérimentent le porno? Alors du coup, dans les conversations que j'avais avec ces spectateurs, moi j'essayais de les faire partir vraiment des sensations que eux ressentent en regardant des vidéos porno tout seuls ou en les partageant avec d'autres personnes. Et en fait, dans les 5 sens, le sens qui ressortait le plus dans ces récits d'expérience, c'était le toucher. En fait, on pourrait penser, vu que c'est de l'audiovisuel, on pourrait penser que la vision ou que l'ouïe ressortirait en premier, alors qu'en fait, c'est le toucher qui ressort en premier. Et c'est vraiment, par exemple, l'expérience tactile de toucher une jambe virile, de frôler un crâne rasé, que les spectateurs essayaient de retrouver et essayaient d'expérimenter. Donc il y a une dimension tactile qui est au centre de l'expérience du porno. Et comment les hommes parlent de leurs désirs et comment est-ce qu'ils décrivent leurs désirs et leurs jouissances? Alors, de manière assez peu surprenante, il y a des récits qui sont assez conventionnellement associés à la masculinité qui reviennent. Alors qu'est-ce que c'est le récit conventionnel du désir masculin? Alors ça va être un récit où ça va par exemple être la métaphore de la cocotte minute. Cette idée que le désir masculin c'est quelque chose qu'on met sous pression et il faut l'expulser, donc il faut vidanger, c'est un mot qui revenait souvent. Donc avec une métaphore du fluide automobile. Avec une métaphore automobile, avec une métaphore mécanique. Donc il y a souvent l'idée que ce serait un désir intérieur, un peu incontrôlable, et qu'il faudrait expulser, un peu avec une sorte de connaissance de santé sexuelle pop, on va dire, où il y a l'idée qu'il faut se masturber, il faut expulser le sperme, voilà, c'est bon pour la santé, il faut, et qu'on a un désir qui déborde, qui est débordant. Donc il y a souvent ce récit-là qui revient. Et vous soulignez aussi que le pénis est vraiment central dans tous les récits. Voilà, c'est-à-dire que le porno gay un peu moins que le porno hétéro, mais le porno gay repose quand même sur une construction assez conventionnelle de la masculinité. C'est-à-dire qu'on raconte quand même une histoire qui est beaucoup centrée autour du pénis, et autour de la satisfaction du pénis et autour de l'éjaculation masculine externe. Alors, ça dépend des pornos gays, des représentations de porno gay, et ça dépend des pratiques du public gay. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la tension entre effectivement une tendance à avoir un érotisme qui est très centré autour du pénis, mais en même temps d'autres ressources qui existent dans la culture gay, où il va y avoir une érotisation plus multipolaire, on va dire, du corps, où les tétons ou l'anus vont être plus centrales dans la dynamique d'érotisation. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois ce que ces hommes recherchaient à l'écran, mais aussi comment est-ce qu'ils stimulaient leur corps pour intensifier l'expérience de plaisir. Et alors ? Là, il y a une pluralité de pratiques. Il y en a qui utilisent uniquement leur pénis. Il y en a d'autres qui utilisent des plugs. Donc le plug, c'est une sorte de petit god qui est utilisé pour spécifiquement, qui a une forme qui est spécifiquement pensée pour la stimulation de la prostate à travers l'anus. Il y a l'usage de pinces à tétons, il y a l'usage de gel, etc. Je pense après aussi, ça dépend de si on va parler des pratiques masturbatoires les plus routinières ou de moments où on a plus de temps aussi pour exprimer et pour scénariser sa sexualité. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans le porno, c'est que c'est vraiment ce qui est consommé à la pause de midi, dans les toilettes au travail, le matin avant de manger son bol de céréales, le soir pour décompresser. Et que du coup, souvent dans ces situations-là, les publics vont se retourner un peu vers leur Madeleine de Proust, vers le type de scénario qui marche pour eux ou pour elles. Et du coup, là, on arrive à des choses où il y a assez peu de fluidité. Au contraire, il y a beaucoup de fixité. On va beaucoup revenir vers les mêmes choses parce qu'on va envisager le porno dans sa dimension purement corporelle, purement somatique. Et du coup, là, on va en parler à travers des métaphores soit alimentaires, soit comme un médicament. Et on va vraiment chercher un effet. Donc là, on va recourir vraiment aux images pour reproduire une sensation corporelle qu'on a appris à faire émerger et qui est liée à l'histoire de l'apprentissage du genre. Et on va se retourner vers ça pour avoir une sensation immédiatement agréable. Et du coup, parfois, on va faire assez peu attention au type de représentation qu'on consomme. Vu que le but, c'est pas de consommer un certain type de représentation, c'est vraiment d'accéder à un certain type d'état corporel relaxant, typiquement. Parmi les hommes gays, ce qui revenait beaucoup, c'était l'idée d'une masculinité brute. Il faut une masculinité brute de décoffrage. Exactement, vous posez cette question-là, ça revient tout le temps. La masculinité brute, qu'est-ce que c'est ? Alors, la masculinité brute, c'est tout un tas de choses. Parce que du coup, c'est un mot cru, brut, c'est des mots qui revenaient beaucoup.
C'était lié au fait que j'ai fait mon enquête entre 2008 et 2012, qui est un moment où le porno bareback avait une place assez centrale. Alors juste, oui, on va peut-être pas... Enfin, rapidement, juste expliquer ce que c'est le bareback. D'un point de vue de santé sexuelle, c'est effectivement la pénétration anale sans protection de latex. Enfin, ça vient du coup des cultures d'hommes gays séropositifs en Amérique du Nord dans les années 80, et c'est monté à cru, donc sans selle, un cheval, initialement dans le rodéo, et c'était traduit du coup vers les plaisirs et les sexualités gays, pour parler du coup du plaisir de monter à cru un homme. Donc il y a tout de suite, dans l'idée du bareback, une dimension assez chaude, animale, virile, qui est justement ce type d'univers que les participants à mon enquête du coup cherchaient à reproduire à travers leurs pratiques. Alors, il va y avoir différentes déclinaisons de ce désir pour une masculinité brute et une masculinité crue. Alors, on peut recréer de l'intensité sexuelle en se disant, par exemple, qu'on a affaire à un mec hétéro. Hétéro, c'est un mot qui revenait souvent. Moi, ça m'a interpellé parce que... on pourrait se dire, voilà, les luttes de libération gay, lesbienne et gay, depuis les années 70, elles ont eu comme un des leitmotivs, c'était de dire l'hétérosexualité n'est pas naturelle, ou de dire l'homosexualité est naturelle. L'homosexualité est naturelle, c'était une rhétorique qui a beaucoup été reprise par le porno gay. L'idée de filmer du porno, par exemple, sur les plages californiennes ou sur les plages de Fire Island, près de New York, qui est un des lieux associés aux années de libération gay dans les années 70. Donc l'idée que on a une sexualité entre hommes de retour à la nature, musclés, de retour à nature, de célébration d'une sorte de force vitale, donc en fait qui était en gros la version divertissement, la version culture populaire de l'idée politique, contestée par ailleurs, que l'homosexualité est naturelle, parce qu'il y a un autre type de militantisme gay ou queer qui peut reposer sur le fait que non, il n'y a rien de naturel et qu'on ne va pas se baser là-dessus. Mais en sens inverse, moi j'ai beaucoup recueilli des témoignages où on était attiré par le côté d'une masculinité hétérosexuelle naturelle. L'idée que la masculinité hétéro, elle serait plus naturelle, là où il y aurait d'autres formes de masculinité comme la masculinité des gays qui seraient plus artificielles, plus apprêtées, plus surjouées, qui seraient moins brutes de décoffrage, moins naturelles, moins authentiques. Enfin, c'était ces mots-là en fait qui étaient utilisés. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on sort un peu de l'idée qu'on entend souvent, c'est-à-dire que les gays, les hommes gays seraient attirés par les mecs hétéros dans une forme de dynamique d'homophobie intériorisée. Du coup, une lecture un peu psychologique. Ah oui, donc ça, c'est une théorie, c'est en fait, les gays sont attirés par les hommes hétéros parce qu'ils n'acceptent pas leur propre homosexualité. Exactement. D'accord. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je crois que maintenant, on est dans une situation où on a des hommes gays qui ont fait leur coming out, et même pour qu'il y ait le coming out et l'alpha et l'oméga même de la vie gay, il faut avoir fait son coming out pour participer aux sociétés gays modernes de centre-ville. Enfin, le public avec lequel j'ai travaillé, c'est notamment un public blanc de classe moyenne et supérieure. Et donc, il va être dans toute une rhétorique de la fierté gay, qui va s'assumer en tant que gay, et qui en même temps va valoriser un look hétéro, un look discret. Ça peut être associé à l'idée qu'on peut aussi à la fois être fièrement gay et être réconcilié avec les hommes hétéros et dans une forme de complicité masculine avec les hommes hétéros. Et une complicité masculine qui peut aussi être dans l'idée que, les féministes... elles nous emmerdent un peu dans nos plaisirs masculins liés au porno gay, et du coup de ne pas se poser trop de questions au niveau des dynamiques de genre qui peuvent être impliquées dans ce fait de vouloir être assimilé d'une certaine manière à une masculinité qui du coup devient une masculinité hégémonique, et du coup on participe d'une forme de complicité masculine standard et qui peut passer par la mise de côté des idées féministes ou d'une sensibilité féministe. Est-ce que la pornographie gay, elle est conservatrice ou au contraire, est-ce qu'elle est progressiste? Alors, quand on fait des études culturelles, on a une réponse magique qui est c'est ambivalent. D'accord, c'est un peu les deux, quoi. Alors, c'est un peu les deux. Je pense que le porno gay est intéressant politiquement parce qu'il est indissociable de l'ouverture d'espace dédiés à la sexualité entre hommes et à tout un tas de pratiques sexuelles, que ce soit donc le BDSM, bondage, domination, sadomasochisme, le fist-fucking, les pratiques uro, toute une série de pratiques en fait qui sont très fortement stigmatisées et qui ont leur place, qui peuvent s'exprimer dans le porno gay et dans les espaces qui sont associés au porno gay, que le porno gay participe à ambiancer, à sexualiser, à homosexualiser. Donc je pense que d'une part, le porno gay a ouvert des espaces. Je pense aussi que le porno gay a permis des représentations positives
de l'homosexualité masculine, à l'idée que l'homosexualité c'est bon pour la santé, que quand on est homosexuel, on court sur la plage, on est vivant, on s'encule, on s'éjacule dessus, c'est génial. Voilà, ça c'est des idées qui en fait ont une dimension, ou une portée affective, d'affirmation qui est assez forte. Après, toute l'ambiguïté, en fait, et qui a été remarquée, en fait, par les gays ou les PD à sensibilité féministe dès les années 70, dans cette affirmation vitale de l'homosexualité masculine par le porno, il y a quelque chose d'ambigu parce qu'il y a aussi une forme d'affirmation de la masculinité. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'hommes, les gays ont parfois confondu révolution sexuelle et affirmation de la masculinité. Mais ce qui implique quand même un rejet des normes féminines, non ? Enfin, j'ai cru lire ça, qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes qui vous disent qu'ils aiment pas, ils aiment les hommes discrets, ils aiment pas les hommes trop efféminés, ils aiment pas, non ? Voilà. Alors ce qu'on retrouve dans mon enquête, comme dans les sociabilités gays qu'on peut traverser dans sa vie quotidienne, c'est effectivement l'idée normative. Donc l'homonormativité, c'est un peu l'équivalent de l'hétéronormativité. Donc l'idée selon laquelle les femmes doivent être comme ça et les hommes doivent être comme ça. Du coup, c'est la version gay de ça. C'est-à-dire que, du coup, il y a l'idée que les hommes doivent être comme ça. Et donc, par exemple, ça donne masc only là, sur les Voilà, et qui est très fort dans le domaine de la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, comme pour l'hétérosexualité, la sexualité joue un rôle important dans la naturalisation de la masculinité et de la féminité. Il y a l'idée que les hommes hétéros sont naturellement comme ça. Les vrais hommes sont comme ça. Les vrais hommes sont comme ça, et que depuis la préhistoire, soi-disant, ils feraient jaillir comme ça leur désir... en tirant les femmes par les cheveux et tout. Exactement. Ouais, la guerre du feu et tout ça. Et du coup, tout ça, ce serait pas une chorégraphie genrée, en fait, extrêmement sophistiquée, mais ce serait quelque chose d'entièrement naturel et de préhistorique. Et un peu l'équivalent gay de ça va être que on peut être féminin en dehors de la sexualité. Par contre, dans le domaine de la sexualité, c'est vraiment un domaine où le désir il se construit par le masc only et le viril sur viril. Et donc ça, c'est le terme masc only, ça veut dire masculin seulement, en fait. Donc, c'est un code qui est utilisé, c'est ça, sur Grindr, pour dire qu'on veut pas d'hommes efféminés. Voilà. C'est ça ? Moi, ce qui me paraît important, donc du coup, d'un point de vue critique, c'est pas d'avoir des critiques, en fait, des plaisirs sexuels qui soient des critiques qui viennent détruire le plaisir. Moi, disons que dans ma sensibilité queer, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir la dimension perverse de ces plaisirs et comment, en fait, ces plaisirs peuvent pervertir de l'intérieur les systèmes de genre. Et je pense que c'est très bien, en fait, de jouir, de bander, d'éjaculer, d'être dilaté, en fait, par l'idée de la virilité brute. Mais du coup, ce que je trouve dommage, c'est de l'érotiser d'une manière qui exclut la féminité. C'est-à-dire qui va reconduire cette idée homonormative selon laquelle le masculin est là, le féminin est là, et c'est deux choses entièrement différentes. Et je pense que, pour le coup, il y a des ressources, en fait, culturelles gays qui sont sous-exploitées. Et je pense qu'une des choses qui est géniale potentiellement dans la culture gay, c'est justement d'avoir des manières de penser le genre autrement que sous le prisme les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Autre catégorie qui joue beaucoup dans la pornographie gay, dans la pornographie hétéro aussi, mais là ça joue un rôle particulier, c'est celui de l'ethnicité et de la race. Quel rôle joue la race dans les fantasmes de pornographie gay ? Alors, dans le porno en général et dans le porno gay en particulier, la race joue un rôle vraiment central. Et dans le contexte français, ce rôle il est d'autant plus central. Enfin, la France a un problème avec la critique antiraciste, avec le fait de regarder dans le blanc des yeux son passé colonial et son passé esclavagiste. Et du coup, il y a la pornographie, c'est un peu une des caisses de résonance où du coup ce passé colonial et ce passé esclavagiste non digéré, non regardé en face, où il y a le travail de mémoire n'a pas été effectué. Du coup, ça revient sous des formes érotisées, sexualisée. La forme dans laquelle ça revient dans le porno hétéro, c'est la figure de la beurette. L'équivalent gay, du coup, c'est la figure du lascar ou de la racaille. Là, on va retrouver dans le monde gay blanc d'autres choses qui se passent dans les mondes blancs français. C'est qu'il va y avoir un refus, en fait, d'interroger les rapports de pouvoir qui sont liés à l'érotisation des stéréotypes raciaux. Et il va y avoir le refus de se reconnaître en tant que blanc là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va parler du stéréotype du lascar... C'est quoi ce stéréotype du lascar ? Le stéréotype du lascar, ça va être... c'est très basé sur le survêt basket, sur du crâne rasé, sur du muscle, sur une attitude virile, un peu défiante, un peu rebelle.
et alors plutôt avec le rôle sexuel actif. Donc pénétrant. Pénétrant, voilà, qui va baiser un petit Français, un petit Céfran, un petit blanc du centre-ville. Voilà, ça, c'est le scénario le plus courant. Quoi, c'est le best-seller du Cité Beurs. Ouais. Ok. Et en fait, je pense que c'est des images qui peuvent être intéressantes en fait pour réfléchir à ce qui reste en fait du colonialisme ou de la racialisation dans notre érotisme, et donc y compris dans l'organisation des sexualités gays, hein, vu que le porno, ça c'est vraiment partie intégrante des sociabilités gays. Un problème, c'est que les publics blancs en fait vont être dans le refus ou dans l'incapacité à comprendre quel est leur rôle là-dedans et comment eux, en tant que spectateurs, en tant que personnes qui fréquentent, qui participent à ces espaces-là, comment ce sont des racialiseurs. C'est-à-dire qu'ils ne voient que la fin du processus de racialisation, mais ils ne questionnent pas en fait leur propre rôle. C'est-à-dire qu'il y a un refus en fait de la part des gays blancs, mais comme des blancs en général, de se sentir interpellés en tant que blancs. C'est-à-dire que en fait, ça va se retrouver dans certains énoncés qui vont être il y a beaucoup d'homophobie dans les quartiers populaires. Par contre, il n'y a pas de problème de racisme dans les mondes gays, parce que les mondes gays, c'est des mondes tolérants. Parce que dans tout stéréotype du Lascar, il y a quelque chose, en fait, le stéréotype des Lascars, il va toucher les gays blancs en fait de manière ambivalente, parce qu'il est basé sur l'idée de la violence potentielle du Lascar, et en fait la violence ou cette agressivité ou cette virilité brute va être porteuse d'un potentiel érotique. On va se tourner vers là parce que ça va être une virilité chaude, une virilité avec un très fort potentiel érotique. Mais du coup, dans cette violence, il y a, dans cette violence que les Blancs attribuent aux Arabes, il va y avoir à la fois une promesse érotique, mais aussi un danger. Donc du coup, l'homme arabe, dans ce scénario blanc, ça va être quelqu'un qu'on veut intégrer au monde gay, parce que du coup, il est porteur, il a un potentiel érotique qui est intéressant. Par contre, on va l'en exclure parce qu'il est potentiellement dangereux, et on va lui faire comprendre qu'il n'est pas à sa place, parce qu'ici, on est entre hommes gays, modernes, occidentaux, donc on va reproduire tout un discours, en fait, qui est un discours qu'on pourrait qualifier de post-colonial, en ce qu'il hérite d'un récit colonial qui associe les Blancs et les centres-villes à la modernité, au progrès, y compris en termes de genre. Si on va dire oui, mais ceux-là, c'est ceux qui voilent leurs sœurs, qui font les tournantes, qui sont misogynes, qui sont archaïques. Et du coup, on va demander, dans un même geste, aux hommes noirs et arabes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qui se disent bi, qui se disent gays ou pas, on va leur demander en fait d'embrasser en fait un modèle de masculinité, un modèle d'identité des gays, des centres-villes blancs, en leur expliquant que c'est ça la libération, que c'est ça la modernité. Et donc c'est en ce sens-là que je dis que les hommes gays blancs que j'ai rencontrés, qui me paraissent assez représentatifs des hommes gays blancs que je peux rencontrer dans ma propre expérience de ces mondes-là, c'est des hommes qui veulent à la fois prendre le potentiel érotique associé aux stéréotypes, mais qui ne veulent pas faire le travail de réfléchir à comment ça peut s'articuler avec des politiques sécuritaires, notamment racistes, et qui vont associer en fait le danger homophobe ou le danger misogyne aux hommes gays et arabes ou noirs. Quel impact est-ce que ça a eu sur votre vie personnelle ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez compris de vous-même en étudiant aussi longtemps la pornographie, les masculinités, la masculinité gay, etc. Qu'est-ce que ça a changé dans le rapport que vous avez aux masculinités et à votre propre masculinité ? Alors, je pense qu'un projet une thèse, on l'a fait entre ses 20 et ses 30 ans, souvent. Alors, il y a des personnes qui la font à 40, 50, même 90 ans parfois. Mais je pense que quand on l'a fait, surtout dans ces jeunes années, c'est forcément un processus transformateur. C'est-à-dire que la personne qui l'a fait au début et la personne qui l'a fait à la fin, c'est pas forcément la même personne. Du coup, je dirais, alors par rapport à la question des masculinités gays, je dirais que au début de ma recherche, c'était un moment vraiment pour moi d'exploration des cultures gays, d'exploration de tout le potentiel, notamment en termes d'expériences alternatives du genre et de la masculinité et gay, où moi j'étais très enthousiaste de pouvoir avoir plein de temps en fait pour participer et pour me nourrir des subcultures gays. Progressivement, il y a aussi eu pour moi une forme de désenchantement par rapport au potentiel politique de la culture gay mainstream telle qu'elle est actuellement, et qui m'a conduit à passer d'un enthousiasme pour les masculinités gays alternatives vers une envie de comprendre qu'est-ce qui fait la masculinité hégémonique gay actuelle. Qu'est-ce qui fait que les gays sont majoritairement en fait portés, attirés en fait vers un projet de genre plutôt conservateur et plutôt vers une forme de stabilisation de rôle conventionnel masculin
Qu'est-ce qui fait que c'est, enfin voilà, au niveau de l'organisation idéologique, affective des mondes gays, qu'est-ce qui fait qu'on est plus porté vers ça que vers des projets en fait de vouloir transformer radicalement les rapports de genre. Pour terminer, Florian Voros, quelle est l'œuvre ou quelles sont les œuvres que vous avez envie de recommander ? Alors, au niveau du porno gay, moi, j'aurais envie de recommander un acteur qui est aussi un blogueur sur Twitter, qui s'appelle Conor Habib, qui propose une réflexion sur l'industrie du porno en général, mais entre autres sur les enjeux de racialisation, parce que lui, du coup, il est catégorisé comme arabe. Et c'est quelqu'un de très sexy, de très drôle, de très intelligent. Donc, donc suivre son compte Twitter, c'est très chouette. Aussi, je recommanderais le travail de James Darling, donc, qui est un acteur trans female to male, donc qui était assigné au sexe féminin à la naissance et qui est donc une personne trans masculine, un homme trans, et donc qui a ce site qui s'appelle FTM Fucker, qui est très chouette et qui est très intéressant, où il y a beaucoup de sexe gay avec des mecs trans. Et aussi, j'aurais envie de vous recommander le travail de Tom de Pékin, qui depuis... qui n'est pas acteur porno, donc. Qui n'est pas acteur porno, qui est graphiste, dessinateur, et qui depuis une vingtaine d'années, en fait, participe un peu à l'imaginaire visuel gay alternatif, notamment en faisant dialoguer du porno gay, de la sexualité gay, avec des éléments féministes, avec des éléments queer. Merci Florian Voros. C'était le 16e épisode des Couilles sur la table, le podcast qui se penche 2 fois par mois sur une question liée aux hommes et aux masculinités, afin de mieux comprendre avec quel genre de carapace, de carcan, de costume nous devons tous nous débattre. Nous tous et toutes, les hommes qui aiment les hommes et les femmes qui aiment les hommes et celles qui les aiment moins et les hommes qui aiment être des hommes et ceux qui sont moins à l'aise avec ça et tous ceux et celles qui ne s'identifient ni aux uns ni aux autres. Enfin, nous tous et toutes qui devons composer avec tout ça, avec les normes, les injonctions et les idéaux des masculinités plus ou moins hégémoniques. Vous pouvez m'écrire et me poser des questions à lescouillessurlatable@binge.audio. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires sur Facebook, Twitter, SoundCloud, Apple Podcast. Promis, on lit tout et on répond. Merci beaucoup de nous écouter, toujours plus nombreuses et nombreux. À bientôt. Binge.